des remerciements à celles et ceux qui nous ont précédés à cette tribune, parce que vous avez bien déblayé le terrain. Le REPAC, tout le monde sait ce que c'est, parfait. Les 17 conditions, tout le monde sait ce que c'est. La question d'une pédagogie inclusive, ça y est, la table est mise, merci Catherine, où est-ce qu'elle est passée? Voilà, merci, ça a été fait et fort bien fait. Donc nous, on a abordé finalement cette question de l'éducation inclusive avec on pourrait dire les partenaires du REPAC, et ça donne une question de recherche qui va apparaître dans un instant. On s'est demandé avec vous, là je m'adresse aux membres du REPAC, on s'est demandé avec vous dans quelle mesure donc, les écoles alternatives parviennent-elles à développer des pratiques éducatives inclusives en s'adressant tout simplement à votre propre témoignage, à votre propre expression, qui est d'emblée diverse, puisque ce sont des enseignants, des directions d'école, des parents, des personnels des services de garde, des élèves, par-ci par-là quelques chercheurs, donc voilà, qui se sont exprimés dans les focus group. Alors, on a 80 heures d'enregistrement qu'on a commencé à analyser et à déposer progressivement les éléments d'analyse sur le site internet. Donc vous avez le lien, ça c'est fait, pour aller voir là-bas. Ben voilà, donc il ne reste plus qu'à vous donner le plan. Normalement, on donne un plan, on m'a dit, en premier. Alors on va faire ça en premier. C'est Mélanie qui a fait. D'accord. Le plan de présentation d'aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement les résultats de 3 de ces rencontres conjointes. En fait, il y a 2 rencontres conjointes et une rencontre sur les REPAC parents. Et il nous en reste 3 autres, hein, c'est ça? Oui. Il nous en reste 3 autres à analyser. Alors, c'est des résultats préliminaires, mais vous pouvez déjà les consulter en format détaillé là, sur le site web où on diffuse à mesure ce qu'on trouve. Donc, on va d'abord vous parler d'une rencontre du REPAC parents. Donc là, c'est uniquement des parents qui se sont exprimés pour la première portion. Dans les 2 portions suivantes, Jean va vous parler des résultats sur le recrutement et l'admission, tel que discuté dans une rencontre conjointe du début de l'année scolaire 2018-2019. Non, 2017. Ça m'échappe. Je pense que c'est 2018-2019. Et ensuite, il y avait une rencontre sur la démocratie scolaire, et donc je vais vous présenter les résultats. Et on dira un tout petit mot sur la posture épistémologique. Et on espère garder un petit temps d'échange avec vous et vous montrer un peu l'aspect du site web. Alors, je vais commencer par la présentation des résultats pour ce qui est des parents. On a interrogé ces parents qui se rencontrent dans leur réseau et qui avaient des questions, des préoccupations à l'égard de l'éducation inclusive. On leur a demandé dans quelle mesure votre école réussit-elle à la diversité des enfants, y compris ceux dont on dit qu'ils ont des besoins spéciaux ou des comportements perçus comme problématiques. Le premier thème qui est ressorti de l'analyse de ces résultats d'entretien de groupe portait sur la façon de travailler, l'attitude, le rôle des enseignants. Et il y a eu beaucoup d'atouts en lien avec la diversité qui ont été nommés par les parents qui étaient présents à cette grande rencontre. D'abord, ils ont nommé l'ouverture au dialogue avec les parents et les élèves que manifestent, semble-t-il, l'ensemble des enseignants qu'ils ont rencontrés. Et pour eux, c'était un aspect vraiment qui se démarquait, qu'ils recherchaient et qui facilitait la prise en compte de la diversité, ou en tout cas de la nature un peu unique de chaque enfant qui est dans leur classe, qui est à l'école. Il y avait aussi la recherche de solutions que les enseignants font, qui se fait toujours en collaboration. Donc, quand un enfant rencontre un défi ou une difficulté, les parents disent que les enseignants ont l'habitude de collaborer avec l'enfant lui-même ou avec les parents pour trouver des solutions. Donc, c'est vraiment une approche très collaborative et on ne part pas a priori à appliquer des conséquences ou à ne pas comprendre le contexte. On discute beaucoup à ce moment-là. Ils vont parler aussi de pédagogie flexible qui est employée par les enseignants. Ils vont parler des ateliers, du tutorat, du fait que les enfants travaillent beaucoup en multi-âge pour dire que des solutions sont trouvées pour plaire un peu à tout le monde
et que leurs enfants s'y retrouvent bien dans cette pédagogie où ils peuvent se sentir bien, où ils peuvent faire des choix. Ils ont aussi parlé d'enseignants qui ont une facilité pour l'innovation, entre autres des professeurs, des enseignants qui sont ouverts à la participation des parents, c'est-à-dire que les parents viennent en classe non seulement pour coéduquer ou pour aider, mais pour présenter des contenus qui constituent un enrichissement du programme qui est offert aux enfants sur toutes sortes de sujets dont ils sont spécialistes, mais aussi d'autres formes d'innovation qui vont en fonction des besoins qui se présentent et des ressources qui sont présentes. Et ils vont aussi dire de différentes manières que les enseignants créent une communauté d'apprentissage dans la classe, c'est-à-dire que les enfants vont s'entraider et les parents sont aussi là pour aider les élèves et ils ont mentionné que ça soutenait bien aussi. Donc, si on résume la parole des parents, c'est-à-dire que ils percevaient que les enseignants étaient centrés sur entretenir des relations positives entre les enfants et sur les forces de chaque élève, plutôt que, et même si on s'occupe des défis, mais plutôt que d'être centré essentiellement sur les difficultés, on était vraiment centré sur les forces puis à exploiter ces forces-là au quotidien. Ce qui leur semblait être vraiment quelque chose de fondamental qui distinguait, ou en tout cas qui appuyait l'idée que les enseignants étaient ouverts à l'expérience. Ils ont aussi mentionné des aspects de coéducation, les parents. Ils apprécient énormément pouvoir se rendre à l'école, entrer dans la cour d'école, ce qui peut être interdit ailleurs, et même entrer dans la classe. Et ça, les parents sont extrêmement reconnaissants dans leur discours de cet aspect-là, de pouvoir être là physiquement, et de l'accueil qui est fait, pas juste de l'enfant, mais de toute la famille. Ils ont aussi mentionné, les parents, que ça les sensibilise à la diversité. Quand ils sont dans une classe et qu'ils voient les élèves fonctionner, des élèves qui ont toutes sortes de défis, et qui voient comment les enfants, entre eux, finalement, règlent ces défis-là de toutes sortes de manières créatives, qui sont modélisées par l'enseignant, c'est sûr, mais qui s'apprennent aussi au contact avec les autres enfants, notamment les enfants plus vieux, qui ont déjà eu ce type de défis, ou ces types de problèmes à régler. Donc, il y a une sensibilisation qui est faite et qui, pour eux, est un élément important de l'accueil de la diversité. Certains parents ont mentionné que c'est très important pour eux de pouvoir accompagner leur enfant qui a une difficulté ou un handicap jusque dans la classe. Et ça, c'est peut-être un discours qui est un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut entendre chez les praticiens de l'école alternative qui vont dire, bien, quand le parent est coéduqué, il ne s'occupe pas que de son enfant, il s'occupe de toute la classe. C'est vrai, mais les parents ont aussi mentionné que le fait de pouvoir aller avec leur enfant, ça pouvait aussi leur permettre de voir leur enfant fonctionner dans l'environnement de la classe, qui est très différent de ce qu'on connaît de son enfant à la maison, et de pouvoir donner un coup de main là, sur place. Donc ça, ils appréciaient ça énormément. Le fait de faire partie d'une communauté donc, qui est bienveillante, ça aussi, ça les aidait, ça aide à comprendre en fait comment l'école alternative pour eux, puis le travail des enseignants aide à accueillir une diversité qui est quand même assez grande. Puis le fait de pouvoir partager des expériences aussi entre parents, ça c'était aussi marquant. Donc les parents remarquent de l'ouverture, et remarquent que dans le fond l'ouverture des classes aux parents c'est un élément caractéristique essentiel qui facilite pour eux l'éducation inclusive. Du côté des défis, parce qu'il y en a, puis les parents ce qu'ils ont relevé ici, c'est un malaise par rapport à l'accès équitable aux écoles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ces écoles-là qui ont des listes d'attente, qui fonctionnent par pige, donc c'est aléatoire, et par définition, il y a des parents et des familles qui n'ont pas accès aux écoles, et ça laisse des personnes derrière. Il y a aussi les malaises vécus face à la diversité en classe. Ça peut arriver qu'un parent voit une diversité ou rencontre un comportement pour lequel il ne sait pas quoi faire. Et ça va créer un malaise. Et il souhaiterait, certains parents disaient souhaiter plus d'informations ou d'être formés finalement, surtout pour certains enfants qui ont certains défis précisément. Ils ont aussi nommé comme défi la diversité de participation entre les familles qui participent beaucoup à l'école alternative, en classe, en coéducation et ailleurs, d'autres familles qui participent moins.
puis des différences dans ce qu'on pourrait qualifier de valeurs, c'est-à-dire qu'il y aurait des familles qui avaient certaines valeurs qui correspondraient mieux à ce que l'école véhicule, alors que d'autres auraient d'autres types de façons de fonctionner, qui pourraient créer des malaises, des incompréhensions. Et finalement, l'accueil des élèves et des familles qui arrivent en cours de scolarité. Alors, si on n'est pas une famille dont l'enfant a commencé la scolarité à la maternelle dans l'école, mais qui arrive en 3e, 4e année, ça peut être difficile pour cette famille-là, pour l'enfant, de s'inclure graduellement. Donc, ça, c'est les défis qui ont été mentionnés du côté des parents. Alors, pour ce qui concerne le recrutement et l'admission, c'est un autre thème qu'on a donc exploré, analysé, sur lequel on a écrit. Merci Elie de l'introduction. Je pense à cette question-là tout à l'heure. C'est une question qui est issue d'une impression partagée, peut-être même on pourrait parler d'un petit malaise, de l'ombre d'un doute qui s'est exprimé dans différentes rencontres et qui avait été identifiée, et qu'une école qui accueillait la rencontre conjointe sur laquelle on s'est basé, dans laquelle on a eu des focus group sur ce thème-là, a souhaité se saisir, et qu'on a interrogé au prisme donc, de la question inclusive. Voilà. Vient s'y mêler des questions autour de l'attrait des écoles qui est en hausse, en forte hausse, et avec des possibilités d'accueil qui de toute façon sont limitées, sont contingentées d'une certaine manière, et qui font que dans cette procédure de recrutement et d'admission, qui est extrêmement diverse, finalement, même si elle est basée sur quelques principes communs, pour les résumer, on demande aux parents d'adhérer aux valeurs de l'école alternative. Le document des 17 conditions sert d'appui, on pourrait dire ça. Et puis, essentiellement, on leur demande de contribuer, de participer, de s'impliquer dans l'école. Alors, on a observé dans les propos donc une diversité de fonctionnement d'une école à l'autre, malgré ces principes communs. Et puis le fait qu'il y avait petit à petit une évolution. On pourrait dire que globalement, on passe d'une façon de faire qui cherchait sans cesse à anticiper, à s'assurer préalablement de la qualité compatible avec l'école alternative préalablement, à une manière de faire qui repose finalement beaucoup plus sur une déclaration de principe assortie de tirage au sort, vu le nombre limité de places. Alors, on peut dire d'une certaine manière, ça contribue à une certaine équité dans le recrutement, à une certaine diversification possible. Mais donc on revient sans cesse dans les propos cette question sur la participation, qui est comme un impôt, en tout cas quelque chose qui s'impose. Donc qui rend parfois difficile pour certaines familles le fait de pouvoir de se sentir dans une situation inclusive dans l'école. Plus marginalement, a été signalé aussi le fait de la difficile accessibilité physique des écoles, ce qui concernerait des élèves avec des difficultés motrices. Je pense que les points autres, je les ai mis. L'utilisation, alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, malheureuse, mais en tout cas insistante sur la question des valeurs, et qui parfois certes, va avoir un effet un petit peu répulsif. C'est-à-dire qu'à force d'y insister, finalement, valeur, on finit par indisposer peut-être certaines personnes. Et puis dans les défis aussi, donc la nécessité d'une information, d'une préparation aussi des parents qui interviendront auprès des élèves qui ont des difficultés. Pardon, je suis passé à la suivante et je voulais dire un petit mot de plus là-dessus. Au fond, dans cette question-là, pour la résumer, il y a un petit peu un processus en deux temps, je le disais, une demande d'adhésion aux valeurs. Et je vais prendre une métaphore des sciences religieuses. C'est un petit peu comme quelque chose qui est de l'ordre d'un credo, qu'il faut pouvoir dire, et puis ensuite un engagement dont celui de participer, qui serait un peu le sacrement qui va être le credo. Et on voit l'évolution maintenant vers l'idée de prendre soin du moment d'accueil et de petit à petit, on pourrait dire, conquérir la conviction des parents qui n'étaient peut-être pas suffisamment préalablement pour les accompagner
et les amener à être authentiquement des parents qui y participent, qui donc rendent l'école de ce fait-là plus inclusive. Du côté de la thématique de la démocratie scolaire, dans les atouts, ce qui ressort des discours des participants, c'est beaucoup autour de la capacité des pratiques dans les classes, dans l'école alternative, de développer l'expression interpersonnelle entre les enfants et la capacité de s'exprimer aussi en public, que ce soit à travers beaucoup à travers des questions ouvertes qui sont travaillées. Donc, ce n'est pas des dispositifs précis qui se fait dans toutes les écoles, mais en général, on va poser des questions ouvertes aux enfants, comme de quoi as-tu besoin, quels moyens peux-tu utiliser, et c'est par ce questionnement ouvert-là qu'on développe chez les enfants la capacité de s'exprimer, de prendre position. Donc, c'est de développer l'autonomie, mais c'est aussi beaucoup de développer l'autodétermination des personnes. Donc, une capacité ensuite qui se traduit par la capacité d'agir pour soi, mais aussi pour la collectivité, entre autres à travers toutes sortes de projets qui peuvent être individuels ou collectifs, et la capacité donc, à l'intérieur de ces projets-là, d'augmenter sa participation et sa capacité de coopérer avec les autres, d'où l'expression qui est employée par un participant, ce qui frappe dans les écoles alternatives, c'est la facilité avec laquelle les élèves parlent entre eux, et ça peut beaucoup surprendre si on n'est pas habitué de voir des enfants comme ça s'exprimer à n'importe quel adulte qui est présent, que ce soit un parent, faire une demande à l'enseignant ou à un autre élève. Il y a une fluidité dans la manière de s'adresser aux autres. Du côté des défis, des participants ont mentionné la préoccupation de s'assurer qu'on donne le choix ou qu'on donne la capacité d'expression égale à un élève qui chemine bien versus un élève qui aurait plus de difficultés. Il y a une tendance à réduire les choix de moyens ou de façon de faire quand l'enfant a des difficultés. Et ça a été mentionné entre autres dans un des entretiens où on est allé très loin là, dans cette idée-là, jusqu'à dire que certains élèves à qui on impose, par exemple, un service d'orthopédagogie ou certaines mesures, mais peut-être qu'il y aurait eu un mot à dire là-dessus si on l'avait questionné, mais quand il est question de difficulté, on semble associer parfois le fait que les élèves sont en difficulté avec un certain ensemble d'options, de moyens. Ils ont aussi mentionné la place importante des délibérations, des démarches qui peuvent peut-être apporter une moins grande présence de l'enseignement direct ou explicite des contenus plus scolaires, et certains se posaient la question, est-ce que c'est bon pour tout le monde, est-ce que ça ne favorise pas certains? Et c'était une préoccupation, en tout cas une réflexion qui était lancée comme ça et sur laquelle on peut continuer de réfléchir. Juste un petit mot, parce qu'on s'est à un moment donné dans cette analyse aussi interrogé sur la possibilité de véridiction de ce qu'on écrivait par rapport à la situation de recherche dans laquelle on était, et dans laquelle je reconnais quelque chose qui peut-être pourrait s'apparenter à la recherche avec, je ne sais pas sous le contrôle de notre collègue, mais c'est-à-dire on est quand même parti beaucoup, nous on a nos convictions et nos vécus personnels en tant que chercheurs, et en rencontrant les 17 conditions, on est parti d'un étonnement, enfin pas d'un étonnement, mais de se dire, est-ce que c'est possible que dans ce type d'école se vérifie cette préoccupation qu'on a d'avoir des écoles qui sont tendanciellement plutôt inclusives. Alors, non, je ne suis pas dans la bonne page, c'est pas grave. Voilà. Et on se fonde sur l'idée assez basique, assez simple, qu'on a eu affaire, et on vous l'assure, à des acteurs participants de bonne foi, qui se laissent interroger de bonne grâce, et avec lesquels on est parti à la chasse aux implicites. C'est-à-dire qu'on a cherché à renverser, pour dire les choses, c'est-à-dire à partir des pratiques telles qu'elles sont rapportées, c'est une affaire entendue dans cette phase en tout cas de la recherche, les pratiques rapportées, mises en relation avec les déclarations de principe et pas l'inverse. Les gens ne se sont pas interrogés, n'ont pas été amenés à exprimer leurs principes en se disant bon, on verra bien comment on les met en pratique, mais à dire voilà quelles sont nos pratiques et à essayer de se laisser interroger sur est-ce qu'elles sont en accord, en cohérence avec les principes dont on se réclame. Ce qui nous permet aujourd'hui, dans le site, là, vous l'avez en lien, de proposer aux acteurs, aux participants, une sorte de miroir kaléidoscopique, c'est-à-dire voilà la diversité aussi de ce que vous êtes capable de faire en tant que communauté, au fond, et cette diversité de pratiques, chacun
peut aller peut-être s'en inspirer, puiser dedans, de quoi améliorer sans cesse la qualité inclusive de chacune des écoles. Alors on voulait, on voulait vous mettre au défi d'aller regarder sur le site. On veut qu'à travers ce site, la discussion continue, autant que faire se peut. Vous aurez le temps de l'explorer, il est déjà assez copieux. En bas de chaque page, il y a un lien qui conduit vers un formulaire, voilà, si je cherche le mot, un petit formulaire qui vous permet de déposer, de nous offrir, merci d'avance, tous vos commentaires, contradictions, pourquoi pas, exemples, contre-exemples, etc., sur chacune des thématiques. Et vous verrez que dans le site, il y a une page qui est réservée au copier-coller des commentaires de ceux et celles qui ont accepté de nous les laisser publier. Ils sont publiés sans commentaire de commentaire, mais ça permet peut-être d'apporter toutes les nuances souhaitables, sauf parce qu'on est un acteur du REPAC, ou au contraire quelqu'un qui voit ça de l'extérieur et qui peut apporter aussi un regard intéressant là-dessus. Donc merci beaucoup, non seulement de nous avoir écoutés, mais de contribuer maintenant.